Je pense aussi que les points que le Seigneur te demande de travailler, c'est aussi en fonction de la personne avec qui tu vas vivre. Mais comment veux-tu que je te donne une femme sans toutefois avoir de l'empathie pour elle? Comment veux-tu que... Ça, c'est les questions, et je m'en souviendrai. Oh purée. Comment veux-tu que je te donne une femme sans avoir de patience? Tu montes au quart de tour, Edgar. Lequel dis-tu? Bonjour à tous, bienvenue dans notre tout premier épisode de Tea Time avec les gyms. Donc comme vous savez, on vous a un peu expliqué, il s'agit d'une nouvelle rubrique où on va parler un peu de notre expérience en tant que couple, en tant que parent, en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune, voilà, dans le monde. Donc aujourd'hui, on va démarrer avec un sujet que monsieur a choisi lui-même. Et je vais le laisser un peu nous expliquer pourquoi il a choisi ce sujet, pourquoi il est important pour lui. Parce que bon, c'est pas un sujet que moi j'avais pris. Hein. Bonjour et bienvenue sur notre épisode. En tout cas, alors, pour, euh, pour parler de ce sujet, je l'ai choisi parce que bon, c'est un sujet que moi j'aurais aimé traiter avant de me lancer dans une relation ou comme on en parle. C'est-à-dire que quelqu'un puisse me dire, écoute, petit, avant de te lancer dans une relation, voilà ce qu'il faut faire. Et qui plus est, des fois, bon, à l'époque, on se lançait dans des relations sans toutefois avoir le but final. Mais le jour du mariage, je pense que ça aurait été important. Bon, pas le jour, même avant le mariage, j'aurais aimé quand même. Parle de ça. C'est-à-dire, déjà, c'est quoi le sujet? C'est quoi le thème du sujet? Le sujet, c'est se préparer avant de s'engager avec une personne. La préparation, l'importance de la préparation avant l'engagement avec une personne. D'accord. Donc tu aurais souhaité qu'on te parle, qu'on puisse t'expliquer comment il faut se préparer avant de s'engager avec quelqu'un. Ouais. Ok. Parce que je pense que derrière la préparation, c'est là où tu reconnais, où tu sais si tu es vraiment prêt pour devenir mari ou pas. Pourquoi c'est si important pour toi? Tu penses que tu n'étais pas préparé? Moi, je pensais que j'étais préparé. Mais c'était pas le cas. C'est en priant que en tout cas, c'est Dieu qui me dit, non, en fait, t'es loin du compte, en fait. T'es pas prêt, t'es pas prêt. Ni ton caractère, et qui plus est, t'es pas encore détaché. Détaché de qui? Alors, il m'a renvoyé sur le verset qui disait, sur le verset, comme j'ai plus des valeurs chrétiennes et des références chrétiennes, le verset c'était l'homme quittera sa mère, son père et sa mère, et s'attachera à la femme, et les deux deviendront une seule chair. Mhm. Et à ce moment-là, je comprends, étant donné qu'il me disait que j'étais encore attaché, bon, je comprends que il fallait que j'arrive à me détacher. Maintenant, À te détacher de qui? De tes celle qui parents? m'avait, non, pas mes parents, mais celle que je considérais comme ma mère. C'est-à-dire pouvoir. Déjà, moi, je n'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord qu'ils disent que j'étais détaché parce que, comme tout le monde, on grandit. Tu payes ton loyer, tu payes ta bouffe, tu fais tout ce qu'il y a de. Tu as des responsabilités en tant que jeune homme. Donc, qu'on te dise que tu es encore attaché. Ah, toi, t'es pas d'accord que le Seigneur te dise que tu es encore attaché Bah non. parce que tu te trouvais détaché. Oui. Parce que j'avais. On grandit en disant que tu deviens mature quand tu payes tes charges. Mhm. Venir me dire que je suis encore attaché, je ne comprenais pas. Mais est-ce que bon, c'est plus tard, en faisant une étude approfondie de moi-même, que je me rends compte que, ah ouais, effectivement, je suis, je suis attaché, mais pas que peu. D'accord, et comment tu l'as vu? Alors c'est assez subtil parce que derrière, comment dirais-je, c'est assez subtil. Hein. Derrière, tu te dis que tu vas demander des conseils.
mais tu te rends compte qu'au final, ces conseils deviennent paroles d'évangile. Pas que c'est mauvais. C'est pas mauvais. Demander conseil, c'est même... C'est bien. c'est bien, c'est bien. Mais derrière, en fait, bon, je vais donner un exemple, vous allez comprendre. Quand par exemple, tu dates quelqu'un et que tu l'amènes, tu la présentes à tes parents, par exemple. Ils auront tendance à te dire, bon, est-ce que tu es sûr? Parce qu'on voit que c'est une fille de caractère. Hein. Est-ce que vraiment tu es sûr et certain que tu pourras La gérer. la gérer? Automatiquement, ils viennent de mettre un doute en toi. Mais c'est pas plus mal qu'ils te fassent, qu'ils te questionnent pour avoir un peu... Non, c'est pas plus mal. Mais derrière, en fait, c'est que n'ayant jamais choisi ou décidé de toi-même, de ce qui était bien pour toi, tu auras tendance à appliquer le conseil qu'ils vont te donner. La problématique, c'est quoi? C'est qu'en repartant, tu vas plus mettre l'accent sur la remarque qui est tendue. C'est-à-dire, ah, purée, cette femme, quand même, elle est de caractère. Est-ce que je veux le supporter? Maman a peut-être raison. Alors que c'est peut-être la femme qu'il te faut. Et c'est même la chose, ce qui t'a attiré vers elle, parce que peut-être tu es mou, tu as besoin d'une fille qui te challenge. Et c'est la différence entre celui qui décide de lui-même aura tendance à voir ce qui est bon pour lui. Mais il ne se nourrira pas des conseils. Les conseils viendront confirmer ce qui est bon pour lui. Ou lui montrer les aspects qu'il n'avait pas vus. Par exemple, si je reprends le même exemple, et que tu dis, est-ce que derrière, c'est-à-dire, tu as vu quand même, elle a un caractère, hein, ça c'est tes parents qui parlent. Et toi tu dis, oui maman, il me faut ça. Mais tu me connais, moi je suis mou, hein, mais j'ai besoin d'une femme qui me bouge un peu, qui me bouscule. Sinon, je vais rester dans ma zone de confort. Ça, c'est différent. C'est-à-dire que même tes parents comprendront que, ah, ok, c'est peut-être pas faux. C'est-à-dire qu'ils verront que tu as pensé. Mais dès lors où ils te disent ça et que toi, tu dis, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Et qu'après, tu reviens. Autre chose, je donne un autre exemple. Sur le côté, par exemple, vous allez acheter une maison. Les parents te conseilleront toujours d'acheter une maison. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais par exemple, vous allez acheter un quartier de vos moyens. L'autre qui n'a jamais eu de décision, qu'est-ce qu'il dira? Il dira, bon, je vais quand même demander conseil à ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que derrière, ils vont te dire, ouais, mais le quartier, tu vois, c'est un quartier chaud. Mais bon, c'est le quartier que vous pouvez vous permettre. Et après, ça vient et ça chamboule toutes les décisions ou les objectifs que vous vous étiez fixés. Non, moi, je pense que les parents n'ont pas tort. Il faudrait qu'on se pose quand même. C'est là où c'est subtil, mais tu te vois que tu n'as pas encore coupé le cordon. C'est super intéressant parce que du coup, c'est-à-dire qu'avant de s'engager, il faut être quand même assez sûr que tu as les épaules pour prendre des décisions de toi-même. Ah bah oui. Parce que souvent, on se rend même pas compte que pour prendre une décision, on attend toujours la validation de quelqu'un, que ça soit notre sœur, nos parents, voilà, quelqu'un, voilà, une autorité. On a tendance à attendre leur validation avant de franchir le pas. Donc, il faut être, que ça soit un homme ou une femme, assez mûr, assez mature pour prendre ses décisions de soi-même. Prendre des conseils, c'est bien, mais il faut pas bâtir sa vie sur les conseils des autres. Tu dois savoir ce qui est bien pour toi et ton foyer. Moi, je vais aller plus loin. Hein. Beaucoup sont mariés, non pas leur moitié, mais la moitié des autres. La moitié des parents, la moitié des autres. Oui, c'est vrai. Parce que peut-être que ça, c'est super intéressant. Parce que je me rends compte que tu peux croiser quelqu'un qui est bien, qui est financièrement stable, qui est émotionnellement stable, tout ce que tu veux. Et tu vas avoir tes parents qui vont te dire non, ça c'est le bon. Oui. Regarde, il est de bonne famille, il a fait de bonnes études, il est comme ci, il est comme ça, c'est bien, c'est bien. Pourtant, toi, tu sens que dans ton cœur, c'est pas ton coup de foudre, quoi. Tu sens que ça passe pas.
Mais comme on t'a dit que non, c'est vraiment le bon, les prix, les comme ça, tu vas accepter. Parce que justement, tu as l'habitude de partir sur la base des conseils de tes parents ou de... Voilà. Ça c'est intriguant même. Mais du coup, dis-moi, comment ça se manifestait le fait que... Parce que comme tu dis, il y a des gens peut-être qu'aujourd'hui ne se rendent même pas compte qu'ils sont attachés. Comment ça se manifestait au quotidien chez toi? Que j'étais attaché. Ouais. En fait, j'ai pris longtemps. Hein. Déjà, je t'ai dit que moi, je ne croyais pas. Je sais que Dieu ne ment pas. Si Dieu a mis un point, la lumière sur quelque chose, c'est qu'il faut le creuser. Donc, je commence à creuser. Et effectivement, je me rends compte que j'ai besoin de la validation c'était ma sœur. Et même elle le voyait, hein, si tu veux. Elle voyait quoi? Elle voyait que je pouvais rien prendre comme décision. Ah, sans lui demander. Sans son aval. Ce qui me reconfortait, parce que moi, bon, écoute, je suis dans ma zone de confort. Pourquoi aller derrière prendre des risques qui me paraissent pas nécessaires à ce moment. Mais et j'ai vu ce que Dieu voulait tuer plus tard, en tout cas. Mais ça se manifestait comment? C'est-à-dire, à chaque décision, je devais aller pouvoir avoir son avis. Mais souvent, son avis prenait le dessus, quand bien même je n'étais pas d'accord. Je préférais faire son avis. Parce que plus d'expérience, je me disais, bon, elle a d'expérience, elle voit plus. Sauf que c'est pas comme ça. Il faut accepter aussi de faire ses choix et de faire ses erreurs. C'est vrai, pour gagner en maturité aussi. Exactement. Donc, et je pense que c'est même dès lors où j'ai commencé, j'ai pas commencé non plus à dire non, j'ai commencé à faire petit à petit. Derrière, tu ne commences à prendre quelques petites décisions sans forcément... sans toutefois non plus la mettre à l'écart. À l'écart. Je lui en parlais, elle me donnait ses arguments, je donnais les miens. Maintenant, c'était devenu, bon, pour moi, il fallait lui vendre ma décision. Et si elle disait non? Si elle disait non, c'était pas que... En fait, le but n'est pas d'aller en conflit avec les autorités. Non. Le but était que j'arrive à convaincre. Parce que pour moi, si j'arrive à convaincre, j'ai déjà pris... C'est-à-dire que je donne des arguments valables. Et dès lors où tu commences à donner des arguments valables, la plupart des fois, ils te suivent. Et c'est comme ça que, il y a un certain moment, je donnais même plus d'arguments parce qu'elle avait... C'est comme ça qu'elle m'avait aussi... Bon, en me donnant confiance. En fait, dès lors où j'ai vu qu'elle-même me donnait sa confiance, c'était la personne la plus importante, en fait, je pense que c'est à ce moment-là que ce poids est parti et que Dieu même me dit, là c'est bon. Sur ce point, maintenant, je suis fier de toi parce que j'ai fait un travail. D'accord, donc je pense que ce que tu veux dire, c'est que si la personne se retrouve dans une situation où aujourd'hui il est en couple, mais que quand il y a une décision qui est prise entre les deux, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut venir prendre le dessus sur la décision des deux, là il y a des questions à se poser. Oui. Parce que, bah non, je mets juste les choses au clair. Ah non, mais moi je te le dis clair et net. Là, si vous décidez dans le couple et que... Si vous décidez d'avoir un enfant, mais que le parent te dit non, eux c'est bien. Non, et que... dire que les parents. Que les amis, les proches, voilà, les gens, les proches. Les gens les plus proches arrivent à remettre en question la décision interne, c'est-à-dire qu'il y a un élément extérieur du couple. Remettre en question la décision interne, c'est même pas ça le problème, parce que bon, ça veut dire que ça vous pousse à réfléchir dessus. Mais par contre, quand un décide finalement d'aller contre son partenaire parce que l'autre a dit. Exactement. Voilà. C'est un élément extérieur qui vient perturber qui est entré en fait. Et pas un couple à deux, c'est un couple à 4 ou 3. C'est pas. Non, mais c'est vrai. Du coup, comment proprement dit faut-il se préparer? Déjà, j'aime bien le fait qu'à un certain moment, on se pose la question, on demande à Dieu, est-ce que toi, en me regardant, tu trouves que je suis
prête au mariage? Est-ce que je suis prête à l'engagement? Ça, c'est un bon point. C'est un bon départ, on va dire. Mais à partir de là, La plupart des chrétiens ont tendance juste à proposer. proposer quoi? C'est-à-dire, ce que c'est. On pose juste cette Oui, question. c'est vrai. Mais une fois que c'est suffisant. Parce que le meilleur cadeau que tu puisses faire ta femme, à ton futur, conjoint ouais. ou à tes enfants même, c'est toi, c'est ton caractère. Ton caractère. Et j'aime bien cet homme de Dieu qui disait que le mariage, c'est l'université des caractères. Donc en gros, on devrait aller plus loin en demandant à Dieu, est-ce que je suis prêt à... Il ne suffit pas de vouloir se marier. C'est là où j'insiste sur la préparation. Il ne suffit pas de se marier. Le mariage, ce n'est pas que la bague au doigt, ce n'est pas que où on se... Donc quand tu parles de la préparation, toi tu parles de travailler son caractère. Exactement. Ok. Parce que tu remarqueras qu'on dit on est homme, mais mari, on le devient. C'est clair. Tout comme on devient mari, mais père, on le devient encore. C'est vrai. Père, on le devient aussi. Donc, en fait, c'est des étapes. C'est des étapes de la vie. Donc, Ouais. on devient homme, on a des responsabilités qui font que on devient autonome, indépendant. Les parents nous ont payé les études, voilà, maintenant tu travailles, tu payes tes charges, tu arrives à vivre. Maintenant, devenir mari, moi j'aime souvent dire, il n'y a que ta femme, ton conjoint. Bon, pour les femmes, ça serait devenir femme. Il n'y a que ton conjoint qui pourrait dire que t'es un bon partenaire. T'es allé au... C'est-à-dire, pas un bon partenaire, mais tu es son mari. Parce que le mari d'une femme, c'est l'image qu'elle a de son homme, de ce qu'elle veut de l'homme. Ok, oui, je comprends. Arriver à devenir mari de, c'est une étape considérable. Hein. Est-ce que toi, tu peux me donner genre 3 points? 3 points du caractère qu'il faut surtout travailler avant de s'engager. Alors, moi, je vais dire ce qui était pour moi, parce que moi, le plus souvent, c'est je devais travailler et la compassion, la patience, la patience et la colère. Et la colère. Ouais. La compassion, c'est-à-dire? La compassion, c'est-à-dire, moi, j'avais du mal à me mettre à la place des autres. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'avais aucune empathie. Tu pouvais perdre quelqu'un, moi, jamais ça. Que si tu pleurais, ça, bon, ceux qui pourront aller voir mon témoignage, je l'ai dit dans mon témoignage. Mais n'ayant pas l'empathie, Dieu me dit clairement, mais comment veux-tu que je te donne une femme sans toutefois avoir de l'empathie pour elle? Comment veux-tu que... Ça, c'est les questions, et je m'en souviendrai. Oh purée. Comment veux-tu que je te donne une femme sans avoir de patience? Tu montes au quart de tour, Edgar. À qui le dis-tu? Je suis plus comme ça. Bon, c'est bon. Donc c'est ça en fait qui fait que et en fait j'avais l'impression que j'avais l'impression quand même que ouais mais je suis pas non plus le plus mauvais hein, dans cette histoire. Mais voilà, moi c'est ce que Dieu m'a demandé de travailler. De travailler. Oui, chacun a aura ses traits de caractère qu'il faut travailler. Mais voilà, mais bon, le travail, c'était dur. C'est dur. Oui. Mais t'es arrivé. Donc, la compassion, la patience et la colère, ça, ce sont les 3 points que toi, tu as travaillé. Et certains peuvent dire, ah, c'était peu. Non, 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 c'était pas peu. C'est parce que c'était à un niveau quand même. C'est même pas que ça. En fait, il faut savoir. Il faut comprendre aussi comment ces émotions négatives, moi j'appelle ça des émotions négatives, comment ils naissent. C'est à base de blessures.
C'est à base de blessures, mais je pense aussi que les points que le Seigneur te demande de travailler, c'est aussi en fonction de la personne avec qui tu vas vivre. Donc, voilà, le Seigneur va voir un peu dans le global, toi, la personne avec qui tu seras, là où vous allez. Et puis, voilà, il va sortir des points que lui va juger justement important que tu travailles avant que tu t'engages. Et tu vois, par exemple, moi j'ai compris pourquoi. Bon, pour la colère, monter au quart de tour, j'ai présenté à Dieu une femme pragmatique. De qui tu parles? De qui tu parles? Tu vois, et c'est là où j'ai compris que si j'avais pas travaillé ça n'aurait pas marché dans le sens où la patience a joué le coup et j'ai dû. Et même toi, hein, je l'ai vu les 3 premiers mois de mariage, hein, ça a été. On parle pas de moi hein, aujourd'hui. Donc, non, mais je suis totalement d'accord parce que, entre parenthèses, par exemple, la colère, moi, je sais que j'ai jamais été confrontée à des colériques, par exemple. Voilà. Que ça soit en famille, que ça soit mes parents, ce sont des gens qui sont pas du tout colériques, qui osent pas la voix. Je pense que ça aurait été un truc qui me fait fuir limite. Surtout ton père. Bah voilà. Donc je pense que en tout cas, je suis contente que le Seigneur t'en ait parlé parce que tout simplement, ça n'aurait pas marché. Bon, il m'a pas dit que c'est Jessie. Non, justement. Tu vois, il a pas dit que c'était Jessie, mais tu vois, il a quand même sorti ce point-là parce qu'il savait la partenaire que tu étais en train de proposer. En fait, je pense, hein, quand il me dit que je suis pas prêt, c'est en vue de ce que je lui proposais. C'est ça. Ça pouvait marcher, et à condition que je change et que je travaille sur certaines choses. Et ça, certains peuvent entrer dans le mariage et le travailler parce que la Bible dira le faire église le faire. Et il y a d'autres traits de caractère qu'il faut. Il est mieux de. Je dis pas mieux, mais je dis il est préférable. Est-ce qu'il y a de le faire avant le mariage, avant d'entrer dedans. Est-ce qu'il y a un point? Bon, là, ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a des points de caractère qu'il faut travailler qui dépendent des deux partenaires et de là où ils vont. Est-ce qu'il y a un point où tu te dis, peu importe qui tu es, assure-toi que ça, tu l'aies travaillé? Ou si tu peux donner un conseil à quelqu'un qui te dit, si tu as en face de toi un partenaire qui n'a pas travaillé ça, il faut mieux attendre. Il faut savoir aussi que j'aimerais le souligner parce que pourquoi moi je dis qu'il faut le travailler avant. C'est-à-dire quand tu rentres dans le mariage, tu rentres pas en te disant qu'il va changer. Ça c'est la connerie que beaucoup font. Il faut toujours rentrer dans un mariage en te disant que et si il ne changeait pas, est-ce que je pourrais supporter ça durant toute ma vie? C'est pour ça moi je reviens à dire il est préférable que ça soit traité avant. Ok. Parce qu'à l'intérieur, il se peut qu'elle ne change pas et qu'elle reste comme telle ou qu'il reste comme telle. Ça, c'est vrai. C'est ça aussi qu'il faut préciser. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut traiter avant d'entrer? Moi, il y a une chose que je dis, la vision du couple. Ta vision. Si tu n'as pas de vision, c'est-à-dire si tu rentres sans avoir une vision, c'est-à-dire quand je parle de vision, je parle... Parce que aujourd'hui, quand on parle de vision, je me mets à la place de quelqu'un qui nous regarde, il va se dire, oui, moi j'ai la vision de mon couple, je veux qu'on soit fusionnel, je veux qu'on ait, les mêmes centres d'intérêt, je veux que, voilà, on voie la vie de la même façon, je veux, tu vois. Est-ce que c'est de cette vision-là dont tu parles? Non, pour moi, ça, c'est pas une vision. Ah, c'est quoi? Pour moi, ça, c'est juste le kiff hein, dans le couple. C'est les désirs. Ok, explique-nous la vision dont tu parles. La vision, c'est comment je veux que mon couple soit. C'est-à-dire, est-ce que je veux un mari qui travaille? Est-ce que moi, je vais parler pour moi. Je savais que je voulais entreprendre. Donc, il fallait trouver une femme qui puisse supporter l'entrepreneuriat. Et si on pouvait entreprendre à deux, ça serait l'idéal. Donc, je t'arrête déjà là. Donc, la vision, il faut enlever le côté émotionnel. Non. Bah,
Si je t'écoute, il faut enlever le côté émotionnel. Quel est le but de ton couple en enlevant? Voilà, le côté émotionnel. Ok. Parce qu'au fait, les gens vont d'abord mettre l'émotionnel devant. Soyons clairs et nets, l'émotionnel s'éteint même au bout de 3 ans, hein. C'est-à-dire que ça devient vraiment autre chose. Mm. Donc, il fallait savoir si je pouvais trouver. Est-ce que déjà, si je trouve pas une femme qui n'aime pas entreprendre, est-ce que je pourrais m'adapter à elle? Parce que pour moi, l'entrepreneuriat est primordial au détriment de mon couple. Est-ce que Mhm. tu es une femme, est-ce que je peux épouser une femme carriériste? En fait, quand je parle de vision, c'est comment on veut construire notre couple. Ok, donc là je te comprends. C'est certes on enlève tout ce qui est émotionnel, mais c'est de se poser les vraies questions, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau de l'éducation des enfants, là où on va vivre, quel type de vie tu veux mener, voilà, ce genre de. Voilà, se dire, d'ici 5 ans, je veux qu'on soit là. Au niveau financier, je veux qu'on soit à ces étapes-là. Est-ce que dans ta vision tu mets les valeurs ou pas? Bien sûr, bien sûr. Mais les valeurs, en fait, il faut savoir que les valeurs, ça c'est le b.a.-ba. Quand tu travailles, en fait, même pour travailler, tu travailles en fonction des valeurs que tu veux inculquer. Un exemple. Est-ce que tu es quelqu'un qui pourra supporter que, bon, voilà, je vais donner un exemple. J'aime souvent voir que les femmes aiment la sécurité. Mhm. Un homme qui travaille et qui ramène de l'argent, qui aide à la maison, qui fait ceci, qui fait cela. Bref, c'est vraiment ce que les femmes aiment. Mais est-ce que tu es prêt à supporter un mari qui ramène beaucoup d'argent? Un mari qui ramène beaucoup d'argent, c'est un mari qui n'est pas là tout le temps. Moi ça va, hein. Moi ça va. Toi, tu peux dire que ça va. Est-ce que le manque à un moment donné, parce qu'il faut le voir sur le long terme, est-ce que le manque à un moment donné sur 10 ans Bah, et après il faut trouver sera l'équilibre. supportable? Mais oui, Mais bon, voilà, c'est des questions existentielles qu'il faut se c'est des poser. questions essentielles qu'il faut se poser. Et ça fait partie de ce que moi j'appelle la structure, la vision du couple, la fondation. Ok, je te pose une question. Si je suis une personne qui a des valeurs chrétiennes, je ne souhaite pas que, par exemple, un mari sot qui aime rentrer sot ou qui s'enivre de temps en temps en sortant avec les amis. Je te donne un exemple. Et voilà, je tombe amoureuse d'un gars, certes qui aime Dieu, mais des fois, quand il sort avec des amis, il rentre sot. Est-ce que dans ma vision, je t'ai expliqué ma vision, Oui. c'est d'avoir quand même, j'aime pas ça. Et je veux pas que mes enfants voient ce genre de voilà. Ça veut dire que ça doit être un frein ou En tout cas, moi je dirais, c'est des feux orange. orange ou rouge. Bon, rouge, Jaune ou vert. rouge, c'est-à-dire là, vous n'êtes pas entré. C'est-à-dire, il y a l'amour. Non, il faut savoir, est-ce que c'est quelqu'un Qui est disposé à changer. qui est disposé à changer? Ok. Et c'est ça, en fait, la problématique. C'est que moi, j'aime souvent dire, franchement, mes frères, pourquoi tu veux qu'il change à l'intérieur alors qu'il ne t'a jamais caché sa vraie nature? On Je suis d'accord avec toi. on s'est rencontrés en boîte de nuit, Ou même ailleurs. ou même Je buvais, avec mes amis, ouais. j'ai toujours fait passer mes amis en premier. Maintenant, Tu veux que je ça te devient passe un avant. problème parce qu'on a des enfants. Mhm. Non, bon, là, quand même, je vais parler un peu pour mes sœurs. C'est que tu te dis, bah, il va changer de plus les saisons avancent, plus, bah si, parce que la façon dont tu sors quand t'es encore jeune et que c'est pas pareil que quand t'es marié et c'est pas pareil quand t'as des enfants. Donc je me dis que je me dirais, bah, quand il va voir qu'on a changé de saison, bah, il va s'accommoder. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit,
tu l'as épousé, tu savais qu'il était gosse. Et c'était un homme, c'était pas un mari. Pour moi, quand tu fais ça, tu rentres dans j'épouse un homme. Et j'épouse pas mon mari. Ok, si je vais dans ton sens, ça sous-entend que tant que l'homme, je ne l'ai pas encore vu comme mon mari. Ah, voilà. Donc la fête. Après, c'est quand oui, non, mais la perfection n'existe pas non plus. C'est pas ça. Moi, je t'ai dit, quelqu'un qui est à même de changer, tu le vois, parce que sur les petites choses, il commence à changer. Il les arrête. Donc, lui demander plus de sacrifices, il le fera. Parce que même les petites, il les a fait. Et si tu demandes un, il change pas. Deux, il change pas. Toi, tu dis, bon, ça, c'est petit. Mais sur le plus gros que toi, tu ne veux pas, tu laisses passer. Dès le départ, ça c'est. Et souvent, moi j'aime bien se dire, est-ce que c'est ça, moi j'appelle ça les signes que Dieu te montre. En gros, tu as pris un homme. Mais pas ton mari. Voilà. D'accord. Mais on part du principe également que mon mari n'est pas forcément le mari de l'autre. Non. C'est vraiment par rapport à la vision que j'ai. Oui. Ok. Non, j'adhère. Je valide. C'est personnel. C'est comme moi, ma femme, c'est à moi. À l'image de celle que tu te fais, voilà. Celle que je me suis. Et que tu veux, voilà. Que je veux. Et que j'ai présenté même. Ouais. Mais ça ne sera pas la femme de X. Non, du tout. Non, je valide, ouais. Et là, on sort du cadre physique. Hein. C'est plus le cadre physique. Bon, ça rentre dedans, mais là, c'est plus du tout du cadre physique. C'est pour ça que je dis, le plus beau cadeau que tu puisses faire. Mais de toute façon, bon, on l'a déjà vu qu'une fois que dans le mariage, c'est pas l'amour qui fait durer. Hein. C'est pas du tout l'amour qui fait durer. Hein. Il y a des gens qui se séparent et qui s'aiment en vrai. C'est juste que les comportements n'arrivent pas à s'adapter, les comportements n'arrivent pas à s'ajuster, et puis voilà quoi. Donc, pour conclure, ça c'était l'importance de se préparer. On n'est pas allé vraiment trop en détail, mais en tout cas le plus gros, vous l'avez compris, c'est de vraiment prendre le temps avec soi-même, de présenter le projet au Seigneur, et puis de surtout faire un travail sur soi par rapport au caractère. Une fois que c'est le cas, je pense qu'à un certain moment, bah voilà quoi, le Seigneur va te montrer que c'est bon. Par contre, je profite, il a fait une petite parenthèse et je pense que ça sera le thème du deuxième épisode. C'est l'importance de travailler les blessures intérieures avant de se marier. Ouais, parce que ça c'est quelque chose. Ça c'est quelque chose parce qu'on s'est rendu compte à plusieurs reprises qu'il y en a qui se sont mariés avant d'être guéris et qu'une fois guéris, ils se sont rendus compte qu'en fait, le choix était attaché aux blessures. Ce qui veut dire que une fois que tu es guéri, en vrai, tu veux plus vraiment. Mais on s'en rend compte vite. On s'en rend compte vite. C'est-à-dire une fois que tu es guéri. Bah oui, parce que tu te rends compte que t'as rien en commun avec la personne qui tu es. Merci. On en parle dans le prochain épisode. Abonnez-vous, partagez. Si vous n'hésitez pas à partager. Laissez-nous des petits commentaires, dites-nous comment vous avez trouvé la rubrique, si vous aimez, si vous avez des recommandations, si vous avez des sujets. En tout cas, on prend tout. On espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec nous, les Jimberry. Merci. À bientôt. À bientôt.